Le Brexit était censé être le moment décisif. Le Royaume-Uni quittait l'Union européenne pour retrouver sa souveraineté, contrôler ses frontières, libérer son économie des réglementations bruxelloises étouffantes. Les partisans du Brexit promettaient une Grande-Bretagne florissante, libre de conclure ses propres accords commerciaux, de créer sa propre destinée économique. De l'autre côté, l'Union européenne devait continuer son projet d'intégration, devenir plus forte, plus unie, démontrer que l'unité européenne était le chemin vers la prospérité. 6 ans après le référendum de 2016 et 3 ans après la sortie effective, il est temps de faire le bilan. Et la vérité brutale est que les deux perdent. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont tous deux engagés dans une course pathétique vers l'effondrement économique. La seule question qui reste est de savoir qui s'en sort réellement le plus mal. Et la réponse est plus compliquée que vous ne le pensez. Commençons par le Royaume-Uni, parce que les problèmes britanniques sont les plus immédiats et les plus visibles. Le Brexit a été un désastre économique objectif pour le Royaume-Uni. Toutes les prédictions pessimistes des économistes que les partisans du Brexit avaient rejetées comme du catastrophisme se sont avérées largement exactes. Le PIB britannique est environ 4 à 5% plus petit qu'il ne l'aurait été si le pays était resté dans l'Union européenne. C'est une perte permanente de richesse nationale. Les exportations britanniques vers l'Union européenne ont chuté de manière spectaculaire. Les entreprises qui dépendaient de chaînes d'approvisionnement intégrées à travers la Manche ont dû se réorganiser à grands frais ou simplement délocaliser. La livre sterling s'est effondrée après le référendum et ne s'est jamais vraiment remise. Une livre plus faible signifie que les importations coûtent plus cher, ce qui alimente l'inflation et érode le pouvoir d'achat. L'inflation au Royaume-Uni a atteint plus de 11% en 2022, la plus élevée depuis 40 ans. Les salaires n'ont pas suivi, ce qui signifie que les travailleurs britanniques sont réellement plus pauvres. Le niveau de vie au Royaume-Uni stagne depuis 15 ans, une durée sans précédent dans l'histoire économique moderne britannique. Les banques alimentaires servent maintenant des millions de repas par an à des personnes qui ne peuvent pas se permettre de se nourrir dans l'une des plus grandes économies du monde. Le système de santé britannique, le National Health Service, est au bord de l'effondrement total. Les hôpitaux sont débordés. Les temps d'attente pour les traitements sont scandaleux. Des patients meurent littéralement en attendant des soins. Le NHS a été affaibli par des années de sous-financement, mais le Brexit a aggravé la crise en provoquant une pénurie de personnel médical. De nombreux médecins et infirmières européens qui travaillaient au Royaume-Uni sont partis après le Brexit. Le remplacement de ces travailleurs qualifiés s'est révélé difficile et coûteux. Le résultat est un système de santé qui dysfonctionne de manière catastrophique. L'économie britannique souffre également d'une pénurie de main-d'œuvre généralisée. Le Brexit a coupé l'accès aux vastes réservoirs de travailleurs européens qui venaient au Royaume-Uni pour occuper des emplois dans l'agriculture, l'hôtellerie, la construction, la logistique. Ces secteurs sont maintenant confrontés à des pénuries chroniques de personnel. Les récoltes restent dans les champs par manque de main-d'œuvre. Certains restaurants rencontrent des difficultés à recruter. Des projets de construction avancent plus lentement faute de travailleurs. Les entreprises britanniques proposent des salaires plus attractifs pour recruter, ce qui exerce une pression sur l'inflation. La City de Londres, autrefois le joyau de l'économie britannique et la capitale financière européenne, a perdu une partie significative de son activité au profit de Paris, Francfort, Dublin et Amsterdam. Les institutions financières ont déplacé des milliers d'emplois et des billions d'euros d'actifs hors de Londres pour maintenir leur accès au marché unique européen. Londres reste un centre financier majeur, mais son statut de porte d'entrée incontestée de la finance européenne est terminé. Cette perte représente des milliards de livres en revenus fiscaux que le gouvernement britannique ne collectera plus. Maintenant, regardons l'Union européenne. Les partisans du Brexit aiment pointer du doigt les problèmes européens pour justifier leurs décisions. Et il est vrai que l'Union européenne a ses propres problèmes profonds. L'économie de la zone euro stagne, la croissance est anémique. L'Allemagne, le moteur économique traditionnel de l'Europe, est en récession. La France lutte avec un chômage élevé et des déficits budgétaires massifs. L'Italie est pratiquement en stagnation permanente depuis 20 ans. L'Espagne, le Portugal et la Grèce
n'ont jamais vraiment récupéré de la crise de la dette souveraine de 2010. L'euro lui-même est un problème structurel fondamental. Une union monétaire sans union fiscale ni politique est intrinsèquement instable. Les pays du sud de l'Europe, coincés dans l'euro, ne peuvent pas dévaluer leur monnaie pour restaurer leur compétitivité. Ils sont forcés de mettre en œuvre des politiques d'austérité qui dépriment la demande et aggravent leurs problèmes. Pendant ce temps, l'Allemagne bénéficie d'un euro sous-évalué qui dope ses exportations. Cette asymétrie crée des tensions permanentes au sein de la zone euro. L'Union européenne fait face à une crise énergétique existentielle. La dépendance européenne au gaz russe, particulièrement prononcée en Allemagne, s'est révélée être une vulnérabilité catastrophique. Après l'invasion russe de l'Ukraine, les prix de l'énergie en Europe ont explosé. Les entreprises industrielles européennes, particulièrement les industries à forte intensité énergétique, comme la chimie, la métallurgie et la production d'engrais, ferment leurs portes ou délocalisent vers les États-Unis où l'énergie est beaucoup moins chère. Cette désindustrialisation représente une menace existentielle pour l'économie européenne. La démographie européenne est catastrophique. Le continent vieillit rapidement. Le taux de fertilité est bien en dessous du taux de remplacement dans presque tous les pays européens. Il y a de moins en moins de travailleurs actifs pour soutenir de plus en plus de retraités. Les systèmes de retraite et de santé sont sous une pression financière insoutenable. Sans immigration massive, ce qui est politiquement toxique dans de nombreux pays européens, il n'y a pas de solution évidente à ce problème démographique. L'Union européenne souffre également d'un déficit d'innovation et de compétitivité technologique. L'Europe n'a pratiquement aucune grande entreprise technologique. Il n'y a pas d'équivalent européen de Google, Amazon, Apple, Microsoft ou Tesla. Les champions technologiques européens comme Nokia ou Ericsson ont été dépassés il y a longtemps. L'Europe réglemente l'économie numérique créée par d'autres, mais n'innove pas elle-même. Ce retard technologique deviendra de plus en plus coûteux à mesure que l'économie mondiale se numérise. Alors, qui s'en sort le plus mal entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ? Si on regarde les chiffres bruts, le Royaume-Uni semble être dans une situation légèrement pire. La croissance du PIB britannique depuis le Brexit a été plus faible que celle de l'Union européenne. L'inflation britannique a été plus élevée. La livre sterling a perdu plus de valeur que l'euro. Le niveau de vie britannique stagne plus sévèrement. Sur ces métriques objectives, le Royaume-Uni perd la course à l'effondrement. Mais les chiffres agrégés masquent des variations importantes. Au sein de l'Union européenne, la situation varie énormément d'un pays à l'autre. L'Allemagne, autrefois le géant économique, est maintenant en difficulté sérieuse. Son modèle économique basé sur les exportations, le gaz russe bon marché et l'accès au marché chinois s'effondre. La France maintient une certaine résilience grâce à son énergie nucléaire et à son marché intérieur important. Mais elle aussi lutte avec des déficits et une productivité stagnante. Les pays d'Europe du Sud continuent de souffrir de chômage élevé et de croissance faible. Les pays d'Europe de l'Est croissent plus rapidement, mais partent de bases beaucoup plus basses. Le problème fondamental est que ni le Royaume-Uni ni l'Union européenne n'ont de stratégie crédible pour restaurer une croissance économique robuste. Le Royaume-Uni post-Brexit n'a pas réussi à créer la Grande-Bretagne dynamique et prospère promise par les partisans du Leave. Au lieu de cela, il a hérité de tous les problèmes qu'il avait avant le Brexit, plus tous les nouveaux problèmes créés par le Brexit lui-même. L'accès à un réservoir de main-d'œuvre flexible est perdu. L'accès sans friction au plus grand marché unique au monde est perdu. L'influence au sein de l'Union européenne est perdue. En échange de quoi ? De la souveraineté théorique et du contrôle des frontières, mais aucun avantage économique tangible. L'Union européenne, de son côté, continue de s'enliser dans ses contradictions structurelles. L'euro reste une union monétaire incomplète et dysfonctionnelle. Les pays membres ont des intérêts économiques divergents et aucun mécanisme efficace pour les réconcilier. L'Allemagne veut de l'austérité fiscale. Les pays du Sud veulent de la solidarité et des transferts. Les pays de l'Est veulent les avantages économiques de l'adhésion sans les obligations politiques. Ces tensions sont ingérables et s'aggravent avec chaque crise. La crise énergétique pourrait être le coup fatal pour l'économie européenne. Sans accès à une énergie abondante et bon marché,
l'industrie européenne ne peut pas être compétitive. La transition vers les énergies renouvelables prendra des décennies et coûtera des billions d'euros. Entre-temps, les entreprises européennes continueront de délocaliser vers des régions où l'énergie est moins chère. La base industrielle européenne, déjà affaiblie, continuera de s'éroder. Une Europe désindustrialisée sera plus pauvre, moins innovante, moins capable de générer la croissance nécessaire pour soutenir son modèle social généreux. Le Brexit a été une distraction massive pour le Royaume-Uni et l'Union européenne. Au lieu de se concentrer sur les défis structurels réels, les inégalités, la productivité stagnante, le vieillissement démographique, la transition énergétique, la compétition technologique avec les États-Unis et la Chine, les deux parties ont passé des années à se disputer les termes du divorce. Des années précieuses ont été perdues. Des ressources politiques et économiques ont été gaspillées. Et pourquoi? Pour créer deux entités économiques affaiblies au lieu d'une entité plus forte. La vérité inconfortable est que dans un monde dominé par des blocs continentaux massifs comme les États-Unis et la Chine, ni le Royaume-Uni seul, ni même l'Union européenne désunie ne peuvent vraiment être compétitifs. Le Royaume-Uni, avec ses 68 millions d'habitants, est trop petit pour peser face aux géants. L'Union européenne, avec ses 450 millions d'habitants, aurait la taille nécessaire, mais elle est paralysée par ses divisions internes. Le résultat est un déclin relatif inévitable pour les deux. Si vous deviez parier sur qui s'effondrera en premier, le Royaume-Uni ou l'Union européenne, ce serait probablement le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est plus petit, plus vulnérable, plus exposé aux chocs économiques. Il a abandonné les avantages de l'appartenance à l'Union européenne sans créer d'alternative viable. Son économie dépend excessivement de la finance, un secteur volatile et en déclin relatif. Son système politique est dysfonctionnel et incapable de consensus sur les réformes nécessaires. La désintégration du Royaume-Uni lui-même, avec l'Écosse qui veut l'indépendance et l'Irlande du Nord attirée vers Dublin, est une possibilité réelle. Mais l'Union européenne n'est pas loin derrière. La prochaine crise financière pourrait fracturer la zone euro de manière irréparable. L'Italie, avec sa dette massive et sa croissance inexistante, est une bombe à retardement. Si l'Italie fait défaut ou quitte l'euro, toute la construction européenne pourrait s'effondrer. Les tensions entre les États membres sur l'immigration, les valeurs, la politique budgétaire s'intensifient. La montée des partis anti-européens dans de nombreux pays suggère que le projet européen perd le soutien populaire. Alors, qui s'en sort le plus mal? La réponse déprimante est que les deux s'en sortent mal et que la question est presque sans importance. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont tous deux engagés dans un déclin économique relatif par rapport aux géants émergents de l'Asie et à la puissance persistante de l'Amérique. Ils se disputent pour savoir qui a fait la pire erreur, le Royaume-Uni en quittant ou l'Union européenne en laissant partir le Royaume-Uni sans corriger ses propres problèmes structurels. Mais pendant qu'ils se disputent et déclinent, le reste du monde avance. C'est une course vers le bas et les deux participants perdent.